À la une de ce journal, ouverture à Abidjan du colloque international organisé par le Centre suisse de recherche scientifique de Côte d'Ivoire sur le rôle de la recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne. Suite au décès de Aboulaye Dieng, les architectes de Côte d'Ivoire ont un nouveau président. Joseph Hamon, diplômé en urbanisme, construction et aménagement, a été officiellement présenté. Et puis, dans le cadre du règlement des litiges commerciaux, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et la Commission d'arbitrage de l'économie du commerce de la Chine ont signé un accord. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une page de recherche scientifique. Début ce jeudi 9 septembre 2021 du colloque international organisé par le Centre suisse de recherche scientifique sur le thème de la nécessité de repenser le monde pour la durabilité, le rôle de la recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne. Ce colloque qui se tient du 9 au 11 septembre 2021 permettra de partager les expériences sur la contribution de la science et la transformation positive de l'Afrique subsaharienne dans la dynamique de co-construction du monde post-crise. Pierre Tebeu et Marius Siri nous font le point. Le colloque international organisé par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a débuté ce 9 septembre à Abidjan. Un colloque scientifique pour saluer les 70 ans de recherche scientifique du centre en Côte d'Ivoire. Depuis 1951, il œuvre pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Ses recherches ont impacté plusieurs secteurs de développement et son directeur, le professeur Enza Kone, salue là une recherche tournée vers le bien-être de la population. Le Centre suisse est champion dans le changement de paradigme pour l'autonomisation effective des communautés rurales, pour la gestion des aires protégées, j'allais dire, et des espèces en danger. Nous sommes également champions dans la révolution des systèmes de suivi écologique dans les aires protégées de Côte d'Ivoire, donc dans les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux impacts au niveau de la biodiversité. Au niveau de la sécurité alimentaire, le Centre suisse a permis d'introduire dans différentes régions des variétés améliorées de manioc et d'igname. Donc nous révolutionnerons en plus les systèmes culturels dans les grands bassins de production de l'igname, par exemple, en Côte d'Ivoire. Pour ouvrir ce grand colloque, la chercheure Mafini Dosso a répondu à l'interrogation de l'impact de la décision publique à partir des recherches scientifiques. Dans nos instituts de recherche, dans nos centres, dans nos universités, il faut qu'on soit capable d'expliquer aux chercheurs et de former le chercheur de sorte à ce qu'il puisse développer des compétences qui vont lui permettre de mieux communiquer ses résultats de recherche au lieu de donner des 30 pages, 40 pages d'articles, etc., etc. Il faut avoir également la bonne approche pour toucher les politiques et les amener à prendre de bonnes décisions. Si vous ne comprenez pas les politiques qui sont mises en place, si vous ne comprenez pas les actions et les instruments de politique publique qui sont mis en place et les priorités gouvernementales, alors il sera difficile pour vous de faire de la recherche qui est pertinente au niveau politique. Et je le disais tout à l'heure, il faut anticiper l'impact de votre recherche sur la décision politique. Plusieurs panels ont été développés au cours de cette première journée, notamment sur l'agriculture, la gouvernance, la société et le développement et la biodiversité. Le présent colloque international souhaite mettre en exergue la contribution de la recherche scientifique à l'atteinte des ODD en Afrique subsaharienne à travers les mécanismes de traduction des résultats de recherche en actions de développement sectoriel. Après le décès de Aboulaye Dieng, les architectes de Côte d'Ivoire étaient à la recherche d'un nouveau président. Eh bien, c'est chose faite. Depuis le 26 août 2021, Joseph Hamon est le nouveau président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ce diplômé en urbanisme, construction et aménagement de l'Université de Rouen en France totalise environ 40 ans d'expertise dans l'architecture. Joseph Hamon a été officiellement présenté ce jeudi. Voici le nouveau président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Joseph Hamon prend la tête de l'organisation professionnelle en remplacement d'Abdoulaye Dieng, décédé le 25 avril 2021. Joseph Hamon est marié et père de 3 enfants. Il est architecte diplômé depuis 1982
de l'École spéciale d'architecture de Paris et titulaire d'un DSS en urbanisme, construction et aménagement de l'Université Rouen en France en 1983. Joseph Hamon jouit d'une riche expérience de l'administration ivoirienne. Cet architecte chevronné a à son actif plusieurs projets dans le domaine hospitalier, construction et réhabilitation d'équipements sportifs, des 8e Jeux de la francophonie, entre autres. Pour les architectes de Côte d'Ivoire, c'est le profil idéal. Joseph Hamon compte marquer son empreinte dans les activités de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. L'homme a une vision et s'est doté d'une feuille de route. Nous nous appuyons sur un programme qui a été présenté à l'ensemble des architectes. Ce programme porte sur 4 axes essentiels. Tout d'abord, la valorisation de la profession d'architecte et sa protection, bien entendu, par rapport aux aléas de tous nos différents métiers. Nous allons également travailler sur ce format de valorisation au niveau national et international de notre profession, donc la faire connaître davantage à travers un certain nombre d'actions qui seront menées avec le public, avec le pouvoir public, avec le privé également, afin qu'on comprenne que les architectes, c'est un maillon essentiel dans le cadre de la production du cadre bâti. Également, nous allons renforcer un certain nombre d'actions en tenant compte surtout aujourd'hui du développement durable, des grands principes du développement durable et enfin la formation des architectes, mais la formation à tous les niveaux, formation post-action, mais également formation au niveau de notre école d'architecture sur laquelle nous appuyons pour mener un certain nombre d'actions. Pour atteindre ces objectifs, Joseph Hamon s'est compté sur les 12 membres de son conseil et l'implication de l'ensemble des architectes de Côte d'Ivoire. Dans la poursuite de rêves communs, il a appelé à une vision commune, un ordre plus fort et plus solidaire. Poursuivons cette édition en parlant de développement durable. La représentation Côte d'Ivoire de l'Institut mondial pour la croissance verte a initié un atelier de renforcement de capacité ce mercredi 8 septembre dans la commune du Plateau. Autour de la table, experts de la croissance verte et les acteurs en charge de la planification des projets publics. Objectif, outiller les directeurs en charge de la planification sectorielle dans la validation des indicateurs de croissance verte prioritaires à prendre en compte lors de la planification de la préparation des projets à soumettre au PIP, Programme d'investissement public. Issa Badini et Marius Sisseri. Le développement durable, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ça, ce n'est pas au fouet qu'il est dit cette fois-ci, mais c'est tout le sens de l'atelier de ce jour, initié par l'Institut mondial de la croissance verte, qui souhaite ainsi intégrer dans les consciences et les habitudes des décideurs la croissance verte dans la programmation des investissements publics. Répartis en 6 groupes de travail, le séminaire reçoit plusieurs secteurs dits prioritaires, à savoir les eaux et forêts, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, les transports et les déchets. Vous savez, on est confronté à des problématiques qui sont liées au changement climatique, qui impactent l'environnement, mais aussi les humains de manière générale. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Donc il y a une anticipation que le gouvernement est en train de faire pour réellement voir comment ils peuvent intégrer les questions de croissance verte dans les politiques et programmes. D'où cet atelier où on est en train de réfléchir par rapport aux indicateurs qui sont développés, qui sont des indicateurs classiques. Maintenant, comment on peut intégrer des éléments qui tiennent en compte l'environnement, qui tiennent en compte les questions de résilience par rapport au changement climatique, mais aussi les questions d'adaptation. Intégrer des éléments qui tiennent en compte l'environnement, mais bien plus encore, soutient le représentant résident. Et de plus en plus, les financements, que ce soit les fonds ou les investissements, s'orientent plus sur des projets qui sont sobres en carbone. Donc la Côte d'Ivoire aussi doit réellement voir comment s'orienter pour capter ces financements-là, d'où la nécessité de pouvoir concevoir des projets, ce qu'on appelle des projets verts et des projets bancables. Aux côtés de l'Institut international de la croissance verte, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le ministère de l'économie et des finances. L'économie de ce pays est basée sur l'agriculture, donc qui lui-même est soumis en fait aux aléas climatiques. Donc la Côte d'Ivoire est bien obligée en fait de prendre des initiatives. Au terme de cet atelier, les parties en présence espèrent entre autres que les projets d'indicateurs de croissance verte soumis à chacun des ministères sectoriels invités soient analysés et priorisés. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a procédé au lancement officiel de la quinzaine touristique ivoirienne. Cette activité est en prélude aux festivités commémoratives de la Journée mondiale du tourisme.
La quinzaine touristique ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire. Elle se tiendra du 7 au 22 septembre dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ce reportage est signé Fulgence Canon, Ismaël Doza et commenté par Pierre Tebeu. La Côte d'Ivoire, notre pays, ce pays qui nous accueille, ne saurait rester en marge de cette marche vers l'espérance. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, dans le cadre de l'amélioration de l'offre touristique, la promotion du tourisme intérieur et de la destination Côte d'Ivoire, initie une série d'activités à travers la quinzaine touristique ivoirienne. Il s'agira de mettre en exergue les potentialités touristiques ivoiriennes, valoriser et faire découvrir le beau patrimoine de la Côte d'Ivoire. La quinzaine touristique, activité annuelle, pérenne, ambitionne de mettre en valeur le potentiel touristique local fondé sur la stratégie gouvernementale Sublime Côte d'Ivoire. Cette activité se tient en prélude de la 41e journée mondiale du tourisme dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte et l'organisateur. À cette occasion, le ministre du Tourisme et des Loisirs entend faire découvrir et valoriser la richesse et la diversité de l'offre culturelle et touristique existante sur l'ensemble du territoire national. Notre pays reste un pays très attrayant du point de vue touristique. C'est la région de Tonkouy. Donc c'est pour moi, ma part, une opportunité de présenter les merveilles, présenter les sites touristiques véritables de la région de Tonkouy. Ça revêt d'une importance majeure. Le tourisme était noyé par rapport à la Covid. Et avec cette quinzaine, j'espère qu'on va la réveiller. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire a pour ambition de positionner la Côte d'Ivoire parmi les top 5 des pays à fort potentiel touristique à l'échelle du continent. La quinzaine du tourisme ivoirien fera désormais partie des activités qui rythmeront les vacances en Côte d'Ivoire car elle sera une activité annuelle et pérenne. On l'annonçait en titre. Coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et la Commission d'arbitrage de l'économie du commerce ont signé un accord pour le règlement des litiges commerciaux entre les deux pays. Cette signature intervient en prélude des journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat. En prélude aux journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat qui doivent se tenir du 27 au 29 septembre 2021. En attendant l'heure et à la consolidation des relations. Dans la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire CACI et la Commission d'arbitrage de l'économie du commerce de Chine CIETAC ont signé un accord de règlement des litiges commerciaux entre les deux pays. Un accord qui permettrait de mieux gérer les litiges commerciaux entre les hommes d'affaires ivoiriens et chinois. Le secrétaire général du CACI, Diakité Mamadou, a donné les avantages liés à cet accord et Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat et député de Kani, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles, a invité les autorités ivoiriennes à soutenir ce genre d'initiative. La signature de cette convention est très importante pour la CACI. Ici, il s'agit de rentrer de plein pied dans l'arbitrage international. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de sociétés chinoises qui s'installent en Côte d'Ivoire. Donc les sociétés chinoises sont en rapport avec des sociétés ivoiriennes et forcément il peut y avoir des litiges. S'il y a un litige, comment il faut le régler? La CACI est très bien outillée pour pouvoir régler ce genre de litiges. Demain, il faut que les différents opérateurs fassent sien cette initiative qui vient d'être mise en place. Il faudrait qu'ils se l'approprient afin d'assainir
l'environnement des affaires entre la Chine et la Côte d'Ivoire, parce que c'est cela l'enjeu. La Chine est d'abord une communauté unie. Ils sont disciplinés et vous savez, quand on vous dit vous êtes poli comme un Chinois ou vous êtes poli comme un Japonais. Et donc c'est la discipline, c'est aussi le travail. Le travail aussi se nourrit de sérénité, de sincérité. Le parrain de la cérémonie, son Excellence Jean-Marie Sommet, président de la diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, représentant la ministre d'État Kondia Camara, a salué cette initiative des deux pays qui décident ainsi de régler leurs différends commerciaux par la voie de la négociation. Vous savez, c'est dès l'instant où des opérateurs économiques se mettent ensemble pour dire on a besoin d'un cadre réglementaire. Nous sommes prêts à prendre cela parce que ça permet de dire qu'il y a une dynamisation de l'économie de la Côte d'Ivoire. Notons qu'un panel a également meublé cette cérémonie. Il était question de débattre sur le thème « Coopération et développement du mode de règlement des litiges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique ». Rappelons que les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat sont une occasion de proposer l'école de Chine, de présenter dans les détails constructifs les différents aspects de son émergence. À présent, une information sur les infrastructures routières. Il s'est ouvert à Grand-Bassam un atelier sur l'évaluation des entreprises du secteur routier. Pendant 2 jours, les ingénieurs de l'agence de gestion des routes, de la plateforme Agiroute Marché et des partenaires techniques et financiers vont réfléchir à l'identification et la validation des critères d'évaluation de ces entreprises. Une initiative qui se situe dans le cadre d'un projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de biens aux populations. C'est un reportage signé Ismaël Doza et Philippe Zabo. Identifier et valider les critères d'évaluation des entreprises du secteur routier. C'est le motif de cet atelier qui réunit les experts de l'Agiroute Marché, du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, du BENET, du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, du fonds d'entretien routier. Cette rencontre devrait à terme permettre de définir les clés de classification des entreprises du secteur routier pour l'émergence et la promotion des champions nationaux. Alors c'est une bonne initiative sous l'égide de l'Agiroute et du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Pour nous, ces critères sont importants pour nos entreprises. Il faut prendre en compte les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs de façon à avoir en fait des infrastructures de qualité. Nous, en tant que fêtière, nous avons travaillé avec l'Agiroute dans l'élaboration de la définition de ces critères, mais nous allons aller de façon plus approfondie de façon à ce que ce projet puisse aller sur le long terme et aboutir à un processus de labellisation et de certification de ces entreprises. Bon, écoutez, on est dans un monde où il y a des milliers d'entreprises dans ce secteur. Il est toujours bon, il y a des travaux, des milliards qui sont injectés pour la réalisation des travaux routiers. Il est intéressant à un moment donné de savoir quelles sont les entreprises les plus performantes. Et après, les moins performantes verront leur capacité se renforcer à travers un programme via le PAGDS. Cet atelier sur l'identification et la validation des critères d'évaluation des entreprises du secteur routier s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de biens aux populations, PAGDS. Un vaste programme financé par la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire à hauteur de 18 millions d'euros. Pour nous, les entreprises qui interviennent doivent être bien canalisées, pour qu'elles puissent intervenir de façon appropriée et produire des résultats probants. Le boom du secteur immobilier et du BTP, constaté depuis ces dernières années en Côte d'Ivoire, a attiré de nombreuses entreprises aujourd'hui, estimées à plus de 3500. Opérant pour la plupart dans l'informel, ces entreprises devraient voir leur capacité renforcée pour être beaucoup plus compétitives. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire a initié une rencontre à la Bibliothèque nationale du Plateau avec la présence de plusieurs responsables d'auto-écoles d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'objectif de cette rencontre était de lancer un appel au ministère des Transports sur le permis de conduire et la sécurité routière. Pierre Tebeu et Tima Traoré. C'est le vice-président de l'Union nationale
des auto-écoles de Côte d'Ivoire, l'UNAESI, Cissé Lamine, qui a donné le ton de cette rencontre avec la fêtière en présence des journalistes. Il a plaidé pour une implication des moniteurs d'auto-école dans les différentes réformes afin qu'elles soient consensuelles. Déplorant l'insuffisance des inspecteurs gendarmes depuis la suspension des inspecteurs le 26 avril 2021, le président de l'UNAESI a plaidé pour le déploiement rapide des inspecteurs qui viennent de prêter serment. L'objet de cette rencontre, c'est déjà de dire que nous avons souffert pendant un bon moment par rapport à l'insuffisance des évaluateurs sur le terrain. Et la cause pour laquelle surtout nous nous battons aujourd'hui, c'est qu'on voulait absolument que ces évaluateurs, le nombre soit augmenté parce qu'il y en a qui étaient en attente, des inspecteurs qui étaient en formation. Ils ne pouvaient pas prêter seulement ce qui est fait maintenant. Et donc on fait un appel, on lance un appel à notre ministre de vite les déployer sur le terrain parce que cet été, on a travaillé difficilement et on aimerait bien rentrer maintenant dans la phase opérationnelle pour nous parce que nous avons trop souffert en tant qu'entreprise. Aux auto-écoles, Guillaume Coco a demandé à chacun d'être son propre gendarme afin de lutter efficacement contre la corruption dans le secteur. Seul un nouveau modèle économique encore en chantier sortira les auto-écoles de Côte d'Ivoire de l'informel. Il est important et plus qu'urgent que ce modèle fasse l'objet des états généraux pour que les acteurs de ce domaine d'activité puissent vivre de leur métier. Ils sont venus de l'intérieur du pays et d'Abidjan, tous des responsables des auto-écoles, pour assister à cette rencontre. Parlons santé. Du 13 au 16 octobre 2021 se tiendra à Abidjan le 21e Forum pharmaceutique international. L'information a été révélée par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens lors d'une conférence de presse tenue dans la commune de Cocody. Ce forum, qui va regrouper en terre ivoirienne les professionnels de la pharmacie d'une vingtaine de pays africains, servira de cadre d'échange et de partage d'expériences sur les enjeux sanitaires et pharmaceutiques du moment. Issa Badini et Marius Sussiri. Cette fois, c'est la bonne. Reporté en juin 2020 pour cause de Covid-19, le 21e Forum pharmaceutique international se tiendra du 13 au 16 octobre 2021 dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est l'information principale de cette conférence de presse de ce jour, conduite par le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du comité d'organisation du forum. À un peu plus d'un mois de l'événement, Dr Aruna Diarra et son équipe ont déjà une idée dans les moindres détails de ce qui va se passer durant ces 4 jours de conclave pharmaceutique. Le forum est en 3 parties. Il y a une première partie qui concerne les journées scientifiques. Les journées scientifiques avec différents thèmes qui sont abordés. Mais parmi ces thèmes, je voudrais retenir 2 essentiellement. Je voudrais qu'on insiste sur 2 thèmes. Il s'agit de l'industrialisation pharmaceutique en Afrique. Avec ce qu'on a traversé dans le cadre de la Covid, il est important qu'on mette en place des mécanismes pour pouvoir assurer la production d'une bonne partie des médicaments dont on a besoin chez nous. Et ensuite, une fois que ces médicaments sont produits, comment faire en sorte que les populations y aient accès. Et donc, le forum va se pencher essentiellement sur le développement des mécanismes qui vont permettre les politiques de couverture maladie universelle. Voici donc pour la première partie. Ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne les réunions des instances de la pharmacie en Afrique. Plusieurs ateliers, des conférences, des rencontres B2B sur le thème général santé des populations, quel enjeu pour les pharmaciens, vont meubler les travaux de ce 21e rendez-vous continental des pharmaciens africains. Dit tout bénef pour la Côte d'Ivoire, notre docteur Aruna Diarra. Il y a d'abord le prestige. La Côte d'Ivoire qui est choisie par l'Afrique tout entière pour organiser ce forum, c'est un gage de confiance. Le Forum pharmaceutique international a vu le jour en 1999 à Yaoundé, au Cameroun. Il regroupe 23 pays africains et se déroule chaque année. Après 2009, le rendez-vous du mois d'octobre sera la 2e fois que la Côte d'Ivoire reçoit le forum.
Abidjan attend 1500 participants sur les 4 jours d'activité. Dans la commune de Koumassi, les jeunes ont eu droit à une conférence portée sur l'insertion de la jeunesse dans le tissu social. Initiée par le député maire de la commune de Koumassi, Cissé Bakongo, la conférence avait pour thème « Jeunesse, pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, vision 2030, exemple de Koumassi ». Cette activité qui s'inscrit dans le cadre des activités de vacances s'est tenue à la Maison Blanche de Koumassi. 61% de la population est jeune en Côte d'Ivoire et cette jeunesse est confrontée aux problèmes d'emploi bien qu'instruite. C'est le constat fait par le conférencier du jour, le professeur Justin Kofi. Selon lui, ce sont 8 millions de jeunes en Côte d'Ivoire qui sont sans emploi. Comment relever ce défi majeur? Le conférencier a indiqué qu'il faudra des projets d'incubateurs pour l'entrepreneuriat jeune à travers le numérique et la digitalisation. Le professeur Justin Kofi a en outre ajouté qu'il faudra former en adéquation aux besoins des entreprises. C'est que c'est la jeunesse qui est le pilier de la vision Côte d'Ivoire 2030 du président Alassane Ouattara. La finalité de la politique de la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, c'est la jeunesse. Je vous ai donné 5 piliers qui doivent être portés par la jeunesse, qui devient une jeunesse non pas consommatrice, mais une jeunesse constructrice et après consommatrice des bienfaits de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on doit retenir, nous sommes venus leur donner les opportunités pour les jeunes, la vision du président d'abord, les opportunités qui se présentent à eux. Le député Sangaré Yakouba, parrain de la cérémonie, a souligné l'importance de cette rencontre qui revêt un caractère de formation afin de permettre à la jeunesse d'être outillée pour des débats. Il a également lancé un appel à la jeunesse de Koumassi, en particulier celle du RHDP, à rester mobilisée derrière le maire Cissé Bakongo pour sa politique de développement. L'organisation de cette conférence a été motivée par notre souci en tant que responsable politique de mettre notre jeunesse en ordre de bataille. D'abord, rassurer la jeunesse, redonner confiance à la jeunesse, ce qui nous a amené à faire un rappel de tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la jeunesse depuis son arrivée au pouvoir et par ricochet et tout ce que la jeunesse de Koumassi a eu à bénéficier dans cette vision-là. La cérémonie a été également marquée par des échanges et des contributions entre le conférencier et son auditoire. Direction Yamoussoukro. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était en assemblée générale ordinaire du 2 au 3 septembre. Elle a décidé de mettre l'outil social des enseignants à l'heure de la modernisation. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire de la MUPEMENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire était très attendu. L'objectif étant de la faire rentrer dans la normalité de la gestion d'une mutuelle au regard des textes de l'UEMOA. Les participants n'ont pas été déçus. Grâce aux travaux de Yamoussoukro, la MUPEMENETSI pourra donner un meilleur traitement aux adhérents par des prestations de qualité et moderniser son système de gestion afin de mettre fin aux nombreuses fraudes ainsi qu'au regard de paiement des prestations. Nous sommes dans la phase pratique de la digitalisation de notre mutuelle. Et d'ici 3 mois, vous allez voir sur l'ensemble du territoire ivoirien, les délégués, les mutualistes, nous n'aurons plus affaire à la paperasse, mais la MUPEMENETSI va à un cap supérieur où ce sont les outils modernes, l'informatique, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, la fraude, nous allons mettre un thème. On ne peut pas dire à 100%, mais nous allons pouvoir endiguer un tant soit peu la fraude. Vous savez, une bonne gestion, ce n'est pas d'engranger des bénéfices, mais c'est de faire en sorte que lorsque nous obtenons, comme je dis en griffe, un bénéfice, c'est de réinjecter dans les prestations pour les améliorer afin que les mutualistes soient mieux traités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est de rapidement payer les prestataires d'un délai très, très bref, de sorte qu'eux aussi soient mis en confiance. Une fois qu'ils sont mis en confiance, quand le client, quand l'adhérent, le mutualiste arrive, il est mieux traité. On prit part à cette assemblée générale ordinaire, 91 délégués sur 92 attendus et les 14 administrateurs que compte le conseil d'administration. Terminons ce journal en nous rendant à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'événement culturel des vacances baptisé Variance Culture a refermé ses portes. 2 semaines durant, Variance Culture a fait vibrer la ville aux 18 montagnes.
dans ce concours de beauté pour au final voir la victoire du groupe Les Bénis du Tonkpi. Des détails avec Théodore Kanga. Ce sont au total 6 groupes qui ont pris part à la finale de cette première édition de Variance Culture à Mans, à savoir Nyon Académie de Logwalé, les Génies du Bon Bian, les Anges de Koko, Séblion Système de Fakobli et les Enfants Unis de Mans. Pour la finale de danse tradi moderne, le groupe Les Anges Bénis du Tonkpi ont été classés premiers, suivi du groupe Nyon Académie de Logwalé et les Enfants Unis de Mans. Un concours de beauté organisé pour agrémenter la soirée a été remporté par mademoiselle Grosdué Ange Dolcas, Segui Tialo Alma et Gaye Aïda Désiré, respectivement première et deuxième dauphine. L'objectif visé à travers cette première édition de Variance Culture est de consolider la paix et la cohésion sociale, valoriser la culture dans et promouvoir le développement, a indiqué Koné Lama, promoteur de Variance Culture. Gogbe Gilbert, représentant le ministre Diomandé Vagondo, parrain de cette première édition, a félicité les organisateurs pour cette belle initiative. Des festivals se présentent, sont en train de se préparer, d'autres se passent, parce que le ministre veut la paix et la cohésion. Et il a libéré tous les cadres, il nous a réunis. Je voudrais donc vous dire merci et faites en sorte que, eh bien, ce que vous avez commencé, frère Koné Lama, que cela puisse se poursuivre. C'est avec les bras chargés de récompenses que tous les participants sont rentrés chez eux. La deuxième édition aura lieu en août 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.